Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Pékin qui accuse l'Alliance de remettre au devant de la scène les vestiges de la guerre froide. Les alliés craignent que la Chine ne fournisse un soutien matériel à l'invasion russe. La Chine a fourni à la Russie un soutien politique, notamment en diffusant des mensonges flagrants, en faisant de la désinformation. Nous espérons que les États-Unis et l'OTAN pourront réfléchir à leur rôle dans la crise ukrainienne, assumer les responsabilités qui leur incombent pour améliorer la situation. Jamais la Chine n'avait aussi clairement pris position à propos de la guerre en Ukraine. Le nouveau ministre chinois de la Défense assure la Russie de son soutien tout en dénonçant les pressions des États-Unis et de l'Europe sur le dossier ukrainien. Jusqu'ici, Pékin avait affiché une posture plutôt neutre sur le sujet. Alors êtes-vous surpris par le soutien officiel de la Chine à la Russie quasiment 2 ans après le début du conflit en Ukraine? Est-ce que cette union peut faire balancer et basculer les équilibres du monde entre l'usine du monde qui est la Chine et les plus grandes réserves de matières premières du monde qui sont en Russie? Voyez-vous une nouvelle guerre froide entre deux blocs, l'Occident d'un côté, l'alliance Chine-Russie de l'autre? Va-t-on vers une nouvelle alliance Chine-Russie? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? J'attends vos appels au 0826 300 300. Et nous recevons Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit. Merci d'être avec nous. Philippe, cette relation récente Chine-Russie vous inquiète-t-elle? Oui, mais cette alliance qui s'est, on vient de le dire, officiellement concrétisée alors qu'elle existe de manière officieuse, si j'ose dire, sur le plan international depuis 2 ans, d'abord m'étonne un petit peu parce que avant le délai de 2 ans qui vient d'être évoqué, j'avais cru comprendre que la Chine, par exemple, avait proposé un plan de paix dont on avait d'ailleurs apprécié, on avait considéré qu'il n'était pas très plausible pour l'Ukraine, mais en tout cas, elle avait cherché à donner l'impression qu'elle s'intéressait de très près à la paix en Ukraine. Et est-ce qu'au-delà des 2 ans, ce que vous venez d'évoquer, Jean-Baptiste Noé, ça n'est pas quelque chose qui relève d'une forme d'inquiétude que nous pourrions avoir, parce que si cette alliance se concrétise et devient officielle, ça veut dire que les 2 participants ont compris qu'ils étaient en position de force et que leurs adversaires, évidemment, eux-mêmes étaient en perte de vitesse. C'est une question que je pose et à laquelle vous répondrez tout à l'heure, bien sûr. Jean Torito. Oui, j'aurais tendance à effectivement craindre cette alliance. De toute façon, dès que les situations internationales se tendent, c'est toujours anxiogène. Il y a la situation de Taïwan, notamment. Certains spécialistes expliquent que c'est presque imminent, une invasion de Taïwan par la Chine. Je serais bien sûr curieux, je suis curieux, c'est la question que je pose à notre invité Jean-Baptiste Noé, savoir si c'est de l'ordre du crédible, du probable. Et puis une autre question aussi, c'est que la France est, d'un point de vue diplomatique, engagée d'une certaine façon dans ce conflit. On donne pas mal d'armes à l'Ukraine. Nous sommes partie prenante. Et cette fameuse question, en cas d'un conflit de haute intensité, comme disent les spécialistes, la guerre à l'ancienne, si j'ose dire, dans quelle mesure est-ce que notre pays est encore suffisamment armé, c'est le cas de le dire, pour tenir le coup? Elisabeth Lévy. Oui, donc je peux ajouter quelques questions à la liste parce que la réalité, c'est que j'ai pas l'impression, si vous voulez, que cette alliance, effectivement, vous l'avez dit, cher Jean-Baptiste, soit si nouvelle. Et puis qu'il y a forcément une dialectique, si vous voulez, entre la rivalité quand même russo-chinoise, qui est une rivalité structurelle et ancienne. Alors est-ce que celle-là a complètement disparu? Parce qu'il me semble tout de même qu'ils n'ont pas les mêmes manières diplomatiques exactement. Par exemple, et ça j'aimerais bien, si vous avez le temps de me répondre, Jean-Baptiste, en Afrique, je n'ai pas le sentiment, si vous voulez, j'ai le sentiment que les Chinois, disons, ont des manières un peu moins brutales que les Russes. Peut-être je me trompe. Et dernière question très précise, est-ce que les Chinois vont acheter, est-ce qu'ils peuvent acheter en yuan leur pétrole et leur gaz à la Chine? Voilà. Alors là, Jean-Baptiste Noé, vous répondez dans l'ordre ou dans le désordre, comme vous voulez. Ah oui, bon, je commence par la fin alors. Oui. Parce que la fin est très intéressante. Effectivement, il y a une alliance ponctuelle sur l'Ukraine, mais ça c'est un vieux couple qui officialise sa relation, puisque ça fait déjà 2 ans qu'ils sont alliés. Mais ce qui est très intéressant,
c'est de constater que avant la guerre en Ukraine, la Chine achetait le pétrole russe, elle le payait en dollars, et maintenant elle le paye en monnaie chinoise, qui est le renminbi. Ça, c'est un tournant majeur. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qu'on a vu se mettre en place et qui prend de plus en plus d'importance. Mais s'il y a accord au niveau de l'Ukraine, et d'ailleurs la Chine est l'un des principaux propriétaires de terres ukrainiennes, parce que l'Ukraine produit des céréales, la Chine assez peu, et donc une grande partie des céréales produites en Ukraine servent à nourrir les Chinois. Il y a des entreprises chinoises qui possèdent des terres en Ukraine. Donc il y a une entente autour de l'Ukraine, mais il y a effectivement une opposition et qui va être de plus en plus marquée. D'un côté en Asie centrale, et l'Asie centrale c'est le cœur du monde, c'est notamment par là que passent les grandes routes commerciales, et puis également en Afrique. Mais l'Afrique, alors c'est important d'un point de vue géographique, ça l'est un peu moins au niveau économique, mais par exemple la Russie est en train de perdre son influence en Asie centrale. Les pays kazakhstan par exemple sont en train de se détacher de la Russie, et c'est la Chine qui prend le relais. Donc ça veut dire qu'il y aura des tensions dans les mois ou les années qui vont venir, parce que les Russes ne vont pas apprécier de se faire passer par les Chinois dans des zones qu'ils considèrent comme étant leur zone d'influence. Et pour la question de Jean Dorido, vous pouvez la répéter ? Il y a la question de Taïwan, est-ce que c'est crédible et probable ? Oui. Et puis la question de la France, où est-ce qu'on en est militairement ? Voilà. Oui, alors sur Taïwan, la réponse on la connaît, puisque la Chine a dit qu'elle voulait prendre Taïwan et qu'elle voulait annexer Taïwan, et elle veut le faire avant 2049, qui sera le centenaire de la nouvelle Chine. Donc c'est comme dans un film d'horreur, vous avez le compte à rebours qui est lancé, les secondes qui défilent. Après la question c'est est-ce qu'ils vont mener une opération militaire ? Ça c'est pas certain. Après tout est possible, mais c'est moins certain parce que c'est quand même très périlleux. Et on sait bien qu'une guerre, on peut la gagner sur le papier, mais l'affrontement des combats, c'est quand même assez différent. Donc il y a peut-être d'autres moyens pour la Chine de conquérir Taïwan, notamment par une asphyxie économique. Philippe Bilger, votre question, c'était ? Ma question, en fait, c'était à peine une question, c'était une affirmation discutable, sans doute, mais là, j'ai une vraie question, si je peux la poser. Après, Jean-Baptiste Noé, est-ce que cette alliance entre la Chine et la Russie n'est pas évidemment infiniment favorisée par ce que j'appellerais la faiblesse américaine, les perspectives de l'élection présidentielle entre quelqu'un pour être gentil, qui a du mal à conserver son équilibre physiquement, et de l'autre côté quelqu'un qui ne brille pas par la normalité? Est-ce que ça ne peut pas rassurer la Chine et la Russie sur le fait que le champ libre est ouvert pour elles deux sur le plan international? Oui, le problème c'est que les États-Unis ne font plus peur. Or, la Chine et la Russie font peur. Et en relations internationales, c'est important de faire peur. L'Iran fait peur, par exemple, parce que ils ont l'arme nucléaire et ils ont des armes assez puissantes et des armes nucléaires qui sont capables de s'en servir. Donc, le gros problème des États-Unis, c'est qu'ils ont la puissance économique, ils ont la puissance militaire, mais ils ne font plus peur parce qu'ils ont connu une série de défaites, notamment en Irak et en Afghanistan. Avant de donner la parole à Jean Dorido, on parlait de l'hypothèse d'une attaque de Taïwan par la Chine populaire. Ça conduirait inéluctablement à une troisième guerre mondiale pour vous, Jean-Baptiste Noé, parce que évidemment, il risque d'y avoir un nouveau conflit dans ces cas-là, la Corée du Nord qui attaquerait la Corée du Sud, etc. Et ça poserait certainement, ce serait un très gros foyer de tension, on peut le dire. Alors oui, d'autant plus que les États-Unis ont dit qu'ils protégeraient Taïwan comme un État américain. Ils le considèrent comme l'équivalent du Texas ou de l'Alaska. Donc ça veut dire qu'en cas d'attaque, ils interviendraient. Mais la question, c'est est-ce qu'on a les moyens d'attaquer ? Et 2, est-ce qu'on en a la volonté ? Est-ce qu'en Europe, on est prêt à envoyer des jeunes Européens mourir pour Taïwan ? Pour faire la guerre, il faut des armes, il faut des hommes. Donc il faut être beaucoup d'armes pour faire une des guerres longues. Aujourd'hui, ce que produit la France en une année, c'est 3 jours d'usage en Ukraine. C'était 3 jours d'obus. Donc on ne produit pas assez pour faire une guerre longue. Et je ne pense pas qu'on soit prêt non plus à envoyer une partie de la jeunesse mourir ni sur le plan ukrainien, ni sur le plan taïwanais. Jean Dorido voulait réagir. Oui, non, la question par rapport au fait que les États-Unis ne font plus peur, je vous écoute, vous êtes spécialiste, donc je vous crois, et je vous entends expliquer que c'est dû à une succession de défaites américaines. Pour autant, la Russie, qui elle fait peur, elle a échoué
à l'époque, c'était il y a très longtemps, c'était à l'époque de l'Union soviétique, elle a échoué en Afghanistan, l'Iran n'a pas de politique d'expansion territoriale, il y a eu la guerre Iran-Irak pendant très très longtemps, à l'époque où Saddam Hussein était l'allié de l'Occident, et du coup je me demande si, et j'aimerais votre avis sur le sujet, ce n'est pas le fait que finalement les USA restent dans cette histoire la seule vraie grande démocratie. Est-ce que c'est pas ça sa faiblesse? On a quand même des démocraties, c'est discutable pour la Russie, la Chine c'est une dictature communiste, l'Iran, n'en parlons pas, c'est une théocratie. Est-ce que c'est pas finalement la limite de ces grandes puissances militaires, le fait des puissances démocratiques? Est-ce que c'est pas ça qui fait que finalement elles font moins peur sur le plan international? Oui, en fait, on a une asymétrie, on pourrait dire une asymétrie morale. C'est-à-dire qu'on sait que Russie, Chine, Iran sont prêts à faire usage de la force et peuvent sortir de ce qui est pour nous un cadre rationnel. L'Iran dit quand même depuis plusieurs années qu'elle veut raser Israël de l'attaque. C'est pas très rassurant pour les Israéliens. Alors que les Européens et les États-Unis restent malgré tout dans un cadre rationnel et veulent donner l'impression, même si en Irak et en Libye ils n'ont pas vraiment fait, de respecter le droit international. Donc là, ça crée une asymétrie parce que eux sont prêts à faire des choses que nous ne sommes pas prêts à faire. D'accord. Est-ce que, Jean-Baptiste Noé, est-ce que dans le fond, la grande asymétrie entre l'Occident et ce monde émergent, c'est pas que l'Occident, en plus d'être fatigué et vieilli, est un monde idéologiquement post-national, qui n'a plus grand rapport avec l'idée même de la puissance. Alors peut-être qu'il faut distinguer l'Amérique et l'Europe de ce point de vue-là. Peut-être que l'Europe est en pointe, si vous voulez, dans ce renoncement à la puissance et à la nation, et qu'en face, une des grandes forces, me semble-t-il, et de la Chine et probablement encore de la Russie, c'est quand même le patriotisme d'une grande partie des habitants. Je veux dire, les Chinois aiment la Chine, si vous voulez. Vous entendrez pas des élites chinoises dire sur leur pays ce que des élites françaises peuvent dire sur le nôtre. Ils ont le choix. Elles ont le choix. Bah, oui, à l'étranger, ils auraient le choix. Je veux dire, c'est quand même... Jean-Baptiste Noé. Bah, c'est fondamental. La question, c'est pourquoi est-on prêt à mourir? Effectivement, les Russes, les Chinois sont prêts à mourir pour leur pays. Il n'est pas certain que beaucoup d'Européens soient prêts à mourir pour leur pays. Mais il faudrait voir aussi si jamais il était attaqué. On pensait pareil de l'Ukraine. Les Ukrainiens, depuis 2 ans, montrent qu'ils sont prêts à mourir pour leur pays et pour le défendre. Donc c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses. Mais on meurt pour sa patrie, on meurt pas pour l'Union européenne. Mais il n'y aura pas forcément un bloc militaire de la Russie et de la Chine contre le reste du monde. Enfin, en tout cas, quand je dis le reste du monde, je parle bien sûr des États-Unis et des pays occidentaux. Non, je vois mal la Chine. Alors, la Chine prête et vend des armes à la Russie, mais je la vois mal faire une coalition militaire avec elle pour mener une guerre en Ukraine. Ça, c'est non, pas du tout. Mais qui a le plus besoin de l'autre? La Chine a plus besoin de la Russie ou la Russie a plus besoin de la Chine dans l'état actuel des choses, Jean-Baptiste Noé? Ah bah c'est un besoin mutuel. La Chine a besoin de l'énergie de la Russie et des céréales qui viennent d'Ukraine. Et la Russie a besoin de vendre son énergie et elle a besoin d'acheter des armes. Et c'est une levée de sanctions aussi peut-être en passant par la Chine pour la Russie. Exactement, c'est une manière de contourner les sanctions et d'ailleurs de vendre aux Européens du gaz et du pétrole russe. Jean Dorido. Précisément, puisqu'on est sur la question de l'aide, c'est très difficile à suivre l'avancement de ce conflit russo-ukrainien. C'est compliqué d'avoir des infos claires. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est l'action militaire de la Russie contre l'Ukraine? Sur le front, on n'a pas beaucoup changé depuis 1 an. La Russie contrôle toujours à peu près 20% du territoire. Il y a des avancées ou des reculades ici ou là, mais fondamentalement, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'épuisement en termes de matériel et c'est surtout l'épuisement en termes d'attrition humaine. Il y a que les Ukrainiens arrivent un peu au bout en matière d'hommes et en matière de matériel, alors que la Russie a davantage de ressources. Il y a ce petit jeu-là, c'est celui qui a le plus de ressources, qui a le plus de chances de l'emporter. Est-ce que je suis une question évidemment très pertinente d'Elisabeth tout à l'heure? Est-ce qu'au fond, c'est pas aujourd'hui la démonstration de la grande faiblesse des démocraties face aux dictatures? Je suis tout de même frappé de voir à quel point Poutine, comme le leader chinois dont je ne veux pas écorcher le nom, évidemment sont infiniment plus puissants parce que réaliste, cynique. Est-ce que, à l'avenir, ça va pas être une terrible faiblesse pour les pays civilisés?
Ça a toujours été le cas. On se posait le même problème avec la Deuxième Guerre mondiale. L'avantage des dictatures par rapport aux démocraties. Il y a quand même un élément qui est la question des populations. On le voit par exemple en Russie. Une grande partie de l'intelligentsia russe est partie. Une partie de la jeunesse aussi est partie parce que elle ne voulait pas mener la guerre en Ukraine. Et donc elle a quitté le pays et elle ne reviendra probablement pas. Et puis la Russie reste aussi un pays avec un problème démographique très important, plus important que l'Europe. Donc il y a cette puissance effectivement de l'État, de la structure politique, mais une population qui ne suit pas toujours, qui traîne un peu les pieds. Jean-Baptiste Noé, depuis 2 ans, on parle de l'effondrement de l'économie russe et pourtant on a l'impression qu'ils se maintiennent quand même. Oui, alors dans Conflit, on avait publié un article dès que les sanctions économiques avaient été mises en place, en disant que ces sanctions ne seraient pas efficaces parce que les sanctions économiques n'ont jamais fonctionné. Donc, et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des manières de contourner les sanctions. Ça, on l'a toujours vu dans l'histoire, donc ça n'a rien changé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la Russie contourne les sanctions via l'Arménie, via l'Inde, via la Chine. Donc c'est sans surprise. Ça a pénalisé les Européens parce qu'il a fallu trouver de l'énergie ailleurs. D'ailleurs, on achète une partie de l'énergie russe plus chère, mais ça n'a pas vraiment pénalisé la Russie. Depuis les tsars, l'emblème de la Russie, c'est l'aigle à 2 têtes, un qui regarde vers l'Europe, un qui regarde vers l'Asie. Est-ce que désormais la Russie regarde définitivement vers l'Asie, Jean-Baptiste Noé ? Alors, elle regarde vers l'Asie, mais le fait que oui. L'Ukraine, c'est pas vers l'Asie. Hein. Voilà, c'est ça. Le fait qu'elle fasse la guerre à l'Ukraine montre que quand même elle a la regarde tête encore un bien peu en plongée Europe. dans les questions européennes. Oui. Ça l'intéresse. Et, donc pour l'instant, elle est quand même plus européenne qu'asiatique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit. Ben, vous voyez, on a tout compris. C'est ça qui est bien avec nos experts du jour.